Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur ITV, c'est parti pour le journal. À la une de l'actualité, ce soir, 7 personnes sont décédées et 14 autres blessées dans un accident de la route survenu aujourd'hui à Farefeni. La collision implique un minibus en provenance de Ziguinchor et un bus venu de Dakar. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident. La jonction des luttes Angesem-Satsus annonce une série de grèves. La coalition qualifie de mépris de la part du gouvernement face à ses revendications, notamment dans le secteur de la santé. Jobas, un conseil municipal sur une délibération pour lotissement. Le conseil est prévu demain jeudi, mais une partie de la population demande aux maires et aux conseillers municipaux de reporter pour asseoir des concertations avant toute décision. Et puis reportage du soir, la djellaba est l'une des tenues vestimentaires les plus portées à Tanger, vendue entre 150 et 1000 dirhams. La djellaba marocaine occupe une place de choix quand il s'agit de s'habiller. C'est un héritage vestimentaire marocain à suivre en fin d'édition. Le reportage réalisé par nos envoyés spéciaux à Tanger, Cheikh Tidiane Sy et Serigne Saliou Dème. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Je vous le disais en titre, 7 personnes sont décédées et 14 autres blessées dans un accident de la route survenu aujourd'hui à Farefeni. La collision implique un minibus en provenance de Ziguinchor et un bus venu de Dakar. Les corps sans vie et les blessés, dont 8 sont dans un état grave, ont été acheminés à l'hôpital de Farefeni. 5 blessés ont ensuite été évacués à Banjul, la capitale gambienne. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l'accident survenu sur la Transgambienne, une route au trafic très dense qui relie le sud du Sénégal au reste du pays en traversant la Gambie. L'ancien ministre médiateur de la République et premier recteur sénégalais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Seydou Madani Sy, est décédé aujourd'hui à Dakar à l'âge de 92 ans. Selon plusieurs sources, dont l'institution universitaire qu'il a dirigée. Archiviste paléographe, il est titulaire d'un doctorat en droit de l'université de Dakar et d'une agrégation de droit public, maître de conférence puis professeur de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques et à la faculté de droit et à la faculté des sciences économiques et de gestion. Seydou Madani Sy devient doyen de ladite faculté 1968-1971, puis premier recteur sénégalais de l'université de Dakar 1971-1986. Seydou Madani Sy a exercé les fonctions de garde des Sceaux, ministre de la Justice 1986-1989, d'ambassadeur du Sénégal au Royaume-Uni 1990-1993. Il a été ministre conseiller spécial du président de la République Abdou Diouf 1993-1997 et puis médiateur de la République 1997-2003. Seydou Madani Sy est l'auteur de plusieurs livres et articles de droit constitutionnel et de finances publiques. Selon le président de la République qui a réagi sur X, j'ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Seydou Madani Sy. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, salue la mémoire d'un grand serviteur de l'État. Albert Bourgi, éminent intellectuel et professeur des universités, est décédé ce jour à Paris des suites d'une longue maladie. Figure respectée du monde académique, il laisse derrière lui l'image d'un homme de savoir, d'engagement et d'humanisme dont la disparition marque profondément ses proches et ses pairs. Au-delà de son parcours universitaire remarquable, Albert Bourgi était reconnu pour ses qualités humaines, son sens de l'amitié et sa bienveillance. Pour beaucoup, il était un grand frère et attentif, toujours disponible et profondément attaché aux valeurs de partage et de fraternité.
Je vous le disais également en titre, la jonction des luttes en Gueusseum Satsus annonce une série de grèves. La coalition qualifie de mépris de la part du gouvernement face à ces revendications, notamment dans le secteur de la santé. Les précisions d'Elisabeth Grastine et Pam Mafalfa. La jonction des luttes Ande Gueusseum Satsus annonce dès le seuil de l'année 2026 une série de grèves qu'elle juge regrettables. La grève de 112 heures, troisième jalon, est décalée de 24 heures et aura lieu les mercredis 21, jeudi 22 et vendredi 23 janvier 2026, sans observance du service minimum au préalable. La marche nationale du deuxième plan d'action aura lieu le 14 janvier. Selon la coalition, ces grèves se justifient par ce qu'elle qualifie de mépris affiché du gouvernement à l'endroit des populations privées, selon elle, de 96 heures de soins et de services. Il est besoin de rappeler le mépris affiché par le gouvernement à l'endroit des populations privées de 96 heures de soins et de services, de 196 heures, disons, de soins et de services, à cause de la lutte syndicale de la jonction Ande Gueusseum Satsus pour faire honorer un passif social que l'État veut enterrer sous le boisseau, prétextant une crise financière. Alors que de son côté, il ne consent aucun sacrifice et augmente son train de vie. Paradoxalement, cet État est soutenu par l'Assemblée nationale. La jonction des luttes Ande Gueusseum Satsus appelle également tous les travailleurs à la mobilisation autour de plusieurs points de revendication, notamment la question de la retraite fixée à 65 ans. Gueusseum Satsus, au sein du Nouvel en 2026, se solidarise de tous les secteurs en lutte pour des salaires dus aux contractuels. Parce que, au niveau de l'éducation, même au niveau de l'enseignement supérieur, il y a des salaires qui n'avaient pas été payés jusqu'à hier. Bon, il y a maintenant aussi les autres qui courent derrière un régime indemnitaire qui tarde à venir, malgré donc le pacte qui a été signé et violé même présentement, ou déchiré par ceux qui l'avaient signé. Compte aussi les violations du Code du travail et du statut général de la fonction publique, pour une autre jonction des luttes avec les autres secteurs, pour donc l'atteinte de la retraite à 65 ans, pour ne pas dire l'allongement de la retraite à 65 ans. La jonction des luttes Ande Gueusseum Satsus lance ainsi le premier jalon de son plan d'action en 5 points qu'elle justifie par la réaction jugée insuffisante du gouvernement face à leurs revendications. Mouvement d'humeur dans le secteur de l'éducation. Les animateurs polyvalents du préscolaire observent une semaine dite morte, marquée par l'arrêt des activités scolaires. Ils sont près de 300, répartis sur l'ensemble du territoire national, à paralyser les cours pour exiger le recrutement dans la fonction publique. Je propose d'écouter les explications de Tonton Diao. Il est le coordonnateur national des animateurs polyvalents du Sénégal. Ces propos sont recueillis par notre correspondant permanent à Kolda, Seydou Diatta. Depuis plusieurs années, de jeunes Sénégalaises et Sénégalais consacrent leur énergie et leur engagement au service de l'école sénégalaise. En particulier, du préscolaire, souvent sans salaire, sans statut et sans perspective claire. Mais avec l'espoir légitime d'une formation suivie d'un recrutement dans la fonction publique. Après de longues années d'attente et de patience, ces véritables soldats du préscolaire continuent de vivre dans des conditions indignes. Face à l'absence de réponse concrète des autorités, les animateurs polyvalents observent une semaine morte marquée par l'arrêt des activités scolaires pour dénoncer cette injustice persistante. Nous interpellons solennellement les autorités compétentes afin qu'elles annoncent dans les plus brefs délais la date officielle de la formation promise et procèdent à la publication immédiate de la liste des bénéficiaires. Il avait été annoncé que cette formation se tiendrait durant les vacances de Noël. Jusqu'à présent, aucun acte concret n'a été posé. Il est inadmissible que ceux ou celles qui portent à bout de bras le préscolaire sénégalais continuent d'être sacrifiés.
Djobas, un conseil municipal sur une délibération pour lotissement. Le conseil est prévu demain jeudi, mais une partie de la population demande aux maires et aux conseillers municipaux de reporter pour asseoir donc des concertations avant toute décision. C'est en tous les cas la volonté affichée par les populations du village de Birbiran, un village de la commune de Notto Djobas concerné par la prochaine délibération. Les détails avec Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. À défaut de surseoir au conseil municipal, les habitants de Birbiran voudraient que le nom de leur village soit déprogrammé à l'ordre du jour. Et programmé par le maire pour le lotissement de Mousna et de Birbiran. Donc le lotissement de Birbiran qui nous intéresse le plus particulièrement est quelque chose qui nous tombe du ciel parce que on n'a pas été informé du tout, on n'est pas demandeur et on n'a pas été associé à un tel projet. Nous pensons que tout ce qui se fait pour nous, sans nous, est contre nous. Le lotissement en vue n'est pas en soi rejeté, mais ils exigent des concertations pour mesurer les futurs impacts. Nous sommes au regret de constater un véritable manque de considération pour la population de Birbiran. Parce que quand on fait quelque chose pour Birbiran, on doit informer Birbiran. En effet, Birbiran et les autres villages environnants accueillent des projets, mais les retombées sur les populations n'existent quasiment pas à les entendre. En effet, le problème foncier là commence à être endémique dans la zone du Parmi. Parce qu'il y a beaucoup de litiges fonciers au niveau du Parmi. Et que ça ne nous était pas arrivé, et maintenant c'est arrivé. Donc, ce qui veut dire que nous sommes tous dans le même sac. Et en tout cas, des fois on a l'impression qu'on est ciblé. Le développement, mais l'arrondissement, il est vaste. L'arrondissement est vaste, la commune est vaste. Ce n'est pas seulement dans Parmi qu'on peut avoir de la terre ou bien, mais on a remarqué que tout ce qui vient comme projet est versé dans le Parmi. Presque le débat s'était posé, presque sur Vanous. La population avait dit que nous ne percevons plus dans ce projet-là, parce qu'il y a trop de problèmes dans ce projet-là. Ce point de presse fait suite à celui organisé à Kisane la semaine dernière. Il s'agissait d'un projet industriel de la Prosi qui n'a pas encore trouvé l'adhésion populaire. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar amorce un nouveau tournant dans la modernisation de son système d'enseignement à travers une journée dédiée à l'innovation pédagogique. L'UCAD met en lumière ses initiatives de transformation numérique et ses dispositifs hybrides de formation. Donc à distance, le modèle iFlex qui combine enseignement en présentiel, formation en ligne et intelligence artificielle ambitionne de positionner l'UCAD comme une université moderne, inclusive et tournée vers l'avenir. Le point avec Neya Alifal et Nogaïdja. Cette journée vise à promouvoir l'innovation pédagogique, à mettre en valeur les initiatives de transformation numérique de l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et à renforcer la visibilité des dispositifs hybrides et de formation à distance développés au sein de l'institution. Vous avez les universités, si on peut les appeler classiques, qui font l'enseignement en présentiel. Ça veut dire que tous les étudiants, quel que soit en fait l'effectif, quelle que soit la massification. Et l'avènement de l'IA et ce qu'on appelle la transformation numérique qui est en train d'être fait, il faut forcément en fait qu'il y ait à peu près ce qu'on appelle une intersection pour être simple. À la fois bien qu'on reste sur l'opérationnel, mais il faut nécessairement qu'on essaie quand même d'avoir la vision, de pouvoir avoir sur des décennies quelle devrait être l'université. Aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle en fait le modèle iFlex. Selon le professeur, au cœur de ces dispositifs figure la plateforme Khel AI, conçue pour offrir aux étudiants un accompagnement personnalisé et continu tout en permettant aux enseignants de se libérer des tâches répétitives. La iFlex, c'est une approche. Mais l'approche ne suffit pas. Il faudra nécessairement le faire accompagner avec des dispositifs, avec organisationnels. Et pour ce faire, l'ISFAD a proposé une plateforme qu'on appelle Khel AI. Et cette plateforme n'est rien d'autre qu'en fait que ce qu'on appelle un assistant pédagogique et administratif
qui va engager, qui va englober autant d'assistants virtuels, que ça soit pour les étudiants, que ça soit pour les enseignants, que ça soit pour l'administration. Comment ça va se faire? Donc, l'UCAD a compris à travers l'ISFAT. Donc, l'UCAD, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de créer une université hybride, inclusive, résiliente. Le modèle HiFlex repose sur une hybridation intelligente des modes d'enseignement combinant présence physique, formation en ligne et intégration des technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle. Quand on parle d'hybridation dans l'enseignement supérieur, ça veut dire qu'en plus des modalités traditionnelles d'enseignement face à face, dans un espace physique bien déterminé, un amphithéâtre, une salle de TD, on va y ajouter d'autres modalités qui sont devenues possibles grâce aux technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire de pouvoir faire son cours à distance, en un lieu ou bien à une période autre que celle à laquelle l'événement a eu lieu. Alors, sur le plan technique, tout est en place. Vous avez dans toutes les universités du Sénégal, vous avez un ensemble de plateformes, vous avez tout ce qu'il faut. Mais en fait, cela relève plutôt d'une révolution sociologique. À travers ce tournant stratégique, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar affirme sa volonté d'exploiter pleinement les potentialités du numérique et de se positionner comme une université moderne, inclusive et résolument tournée vers l'avenir. Ndeye Ali Fall, direction Tambacounda, et c'est pour parler de l'affaire Azer. Le député Thierno Alassane Sall a effectué une tournée dans certaines localités de la région pour vérifier la présence effective des chantiers de l'entreprise AEPO pour l'électrification. Thierno Alassane Sall menace de saisir la justice espagnole pour que la vérité triomphe. Thierno Alassane Sall, député à l'Assemblée nationale et président du parti La République des Valeurs, est ici au micro de notre correspondant permanent à Tambacounda, Ousseynou Sow. Comme je l'avais annoncé depuis la tribune de l'Assemblée nationale, je suis en train de vérifier pour ce qui concerne les régions de Kaffrine, Tamba et Kédougou, la présence effective des chantiers de l'entreprise AEPAO EPC qui aurait dû être en train d'électrifier les 1600 villages du Sénégal. De manière claire, patente et définitive, AEPAO EPC ne se trouve pas actuellement sur le territoire du Sénégal en train de faire quoi que ce soit. Ça c'est clair, l'argent est parti ailleurs. Ce qui est étonnant, c'est que le Premier ministre qui dit que le système n'a pas changé, ferme les yeux sur cette affaire flagrante qui prouve effectivement que rien n'a changé. Il se passe des choses très grave dans cette affaire à AEPAO EPC. 37 milliards de nos francs ont disparu et on n'en trouve pas trace dans les villages du Sénégal. Mais pourquoi se plaise-t-il à raconter des histoires aux Sénégalais au lieu de venir acheter l'arachide qui est là dans les campagnes? Moi, j'ai porté plainte au niveau du Sénégal. J'espère que la section de recherche fera son travail. Ce sera là un changement du système. Et j'espère que les procureurs en tireront les conclusions qui s'imposent. Il ne peut y avoir d'autre conclusion que de faire tomber les têtes de ceux qui sont responsables. Parce que c'est très manifeste que nos 37 milliards ont disparu. Lolo moy deug. Maintenant, s'ils ne poussent pas cette affaire-là, nous allons porter l'affaire, comme je l'ai dit, en Espagne. Pendant ce temps, Mbaye Dione, le secrétaire général de l'AFP, Alliance des forces de progrès, était donc à Medina Baye et à Léona Niassène. Il déplore une gestion défaillante de la campagne agricole dans le Saloum. Il parle d'un bilan catastrophique pour la filière arachide. Mbaye Dione, secrétaire général de l'AFP, est ici avec Sékou Diallo et Assoumé. Le Premier ministre est venu aujourd'hui dans le Saloum pour reconnaître les manquements de l'État, parlant de déficiences dans leurs services techniques, mais c'est pour vous dire c'est une incompétence notoire qu'on a notée parce que nous avions averti. Avant la récolte, un gouvernement sérieux, comme on a l'habitude de le faire, trouvait les conditions de mobiliser le pool bancaire. Et au mois de novembre déjà, ce financement était d'habitude mobilisé. Mais au mois de janvier, l'essentiel des banques qui accompagnaient la campagne agricole ne sont pas à mesure d'accompagner l'État parce que
elles n'ont plus de liquidité. Et les banques extérieures qui venaient en complément, aujourd'hui, ont fini de reconnaître que le Sénégal est en difficulté. L'image que le Sénégal a renvoyée auprès des bailleurs internationaux a fait que l'État du Sénégal a du mal à boucler le financement de la campagne. 130 milliards, au moment où je vous parle, ils n'ont même pas 50 milliards pour financer la campagne. C'est ça l'origine des difficultés que nous avons, qui fait que l'État du Sénégal n'a pas les moyens d'acheter l'arachide ni le maïs. Et c'est dommage qu'après un mois, le Premier ministre était obligé de venir pour reconnaître ses manquements et prendre encore des engagements. Mais je le défie. Si aujourd'hui la situation financière de ce pays n'est pas rétablie, la campagne sera catastrophique et l'année 2026 sera difficile pour les Sénégalais et surtout pour les paysans. Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, espère une finalisation de la première étape de résorption et réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss en cours sur 40 hectares d'ici juin-juillet 2026. Le ministre s'exprimait lors d'une visite sur le site de Mbeubeuss où il a constaté l'état d'avancement des travaux. Voici Abdourahmane Diouf, il est au micro de Cheikh Maguenbey. C'est une façon de vous dire que le gouvernement est dans une trajectoire pour faire en sorte que cette bombe écologique qui a toujours été Mbeubeuss cesse de l'être au bénéfice des populations. Quand nous finirons le travail dans quelques mois, l'image que vous allez voir, c'est d'abord cette image latérisée, rougie, sur 40 hectares, complètement récupérée, totalement différent des images catastrophiques que vous avez vues tout à l'heure. Mais en plus, le gouvernement s'est engagé à verdir, à embellir pour que ça soit un espace de vie. Il y aura des jardins, il y aura des terrains de sport, il y aura des zones de promenade et le tout adossé au lac Mbeubeuss. Tout cela aussi est fait à côté d'un autre projet qui est relatif à un centre de tri et de compostage qui fera qu'on continuera à valoriser nos déchets. Et nous espérons que dans les délais du projet, qui se termine dans 6 mois, on finira au moins les 40 hectares qui sont concernés. Après, par la suite, le gouvernement du Sénégal devra faire un travail d'accompagnement, de maturation de projet pour qu'au-delà des 40 hectares, on puisse gérer les 115 hectares qui est la surface globale de Mbeubeuss. Je vous ai parlé du problème des collecteurs qui sont des Sénégalais qui travaillent ici, qui y vivent, qu'on doit délocaliser et leur donner des moyens décents. Donc s'il y a encore des plaintes et des récriminations marginales, sachez que le ministre envoyé par le gouvernement est venu ici pour les recueillir. À Diamniadio, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a pris part à la cérémonie de remise de 20 ambulances médicalisées par le PUMAN, programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Le ministre des Infrastructures a quant à lui rappelé l'importance de ce geste, notamment en matière de prise en charge des populations des zones frontalières. Les précisions de Babacar Seck. 20 ambulances ont été remises aux postes de santé des zones frontalières dans le cadre du PUMAN pour permettre l'accès aux soins de santé des populations. Le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers est un programme sur lequel le chef de l'État et le Premier ministre comptent énormément. Dernièrement, au Conseil des ministres, vous avez entendu et lu sur le communiqué Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye qui revenait largement sur l'importance de ce programme, mais également sur sa volonté de l'accompagner en augmentant même son budget. Et le PUMAN, depuis lors, se déploie sur les 1800 km de zones frontalières que nous avons avec les autres pays. Ces ambulances médicalisées vont grandement participer au renforcement du plateau technique. Mais le volet logistique, surtout en termes de gestion des urgences, figure parmi les plus importants. Parce qu'il y a un accident de circulation, quand il y a un problème dans un ménage, il y a une personne qui est en situation d'urgence, la première chose c'est de pouvoir appeler et d'avoir une ambulance pour qu'on puisse évacuer la personne dans de très bonnes conditions. Et nous avons la chance d'avoir des ambulances médicalisées pour le faire. Et cela permet surtout
de renforcer aussi le système de santé, mais de résorber ce qu'on appelle la fracture médicale. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du pays, nous avons ce qu'on appelle les déserts médicaux. Et ces déserts médicaux sont souvent situés au niveau des zones frontalières. Le ministre des Infrastructures a annoncé, toujours dans le cadre de la santé, la construction par le PUMA de 36 postes de santé et de 72 logements pour les ICP et les sages-femmes. Reportage du soir, direction Tanger. La djellaba est l'une des tenues vestimentaires les plus portées à Tanger, vendue entre 150 et 1000 dirhams. La djellaba marocaine occupe une place de choix quand il s'agit de s'habiller. Et c'est un héritage vestimentaire marocain. À suivre donc le reportage réalisé par nos envoyés spéciaux sur place à Tanger, Cheikh Tidiane Sy et Serigne Saliou Dème. Populaire auprès des personnes âgées, deux jeunes, la djellaba est visible partout à Tanger. Au grand marché de Médina, la djellaba marocaine, comme un trophée, est exposée à la devanture de chaque boutique vestimentaire. Impossible de passer devant une boutique sans en apercevoir. Ici, la djellaba marocaine n'est pas seulement un style vestimentaire lié à la religion ou à la tradition. Elle est bien plus que cela. Elle est un symbole d'identité marocaine et une fierté nationale. Le nord du Maroc, toujours est froide. Et pour expliquer bien, le djellaba c'est des grands-parents. Les grands-parents mettent le djellaba. Et le djellaba, comment ça se fait? Pour les grands-parents, on parle maintenant des grands-parents. Les grands-parents, ils les mettent comme ça. Regarde. Ils les mettent. Regarde. Attends, tu vois? Ils les mettent comme ça. Faite à base de laine de mouton marocain ou de coton et cousue avec les mains, la djellaba marocaine se porte en période de chaleur comme en période de froid. Ça, c'est fait avec les mains. Ça, c'est fait avec les mains. C'est pas avec la machine ou bien... Non, 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 c'est avec les mains. Si c'est d'origine, coton d'origine, quand il fait à Tanger 40 degrés, pour moi, je le mets ça me donne dedans quelque chose. Quand il fait chaud, pour moi, par exemple, c'est la laine vraie, dedans, je sens très bien. Toi, avec le petit comme ça, tu me dis, oh, il fait très chaud. Non, il fait chaud, il fait chaud. Moi, avec ça, je trouve bien. Ce supporter sénégalais âgé d'une vingtaine d'années, venu de la France, profite de son séjour au Maroc pour s'offrir une djellaba en guise de souvenir. En fait, qui dit Maroc dit djellaba. Et du coup, comme que c'est fait à main, du coup c'est de la qualité. Du coup, je préfère acheter ici, quoi. Voilà. Et après, bon, les prix sont abordables, franchement. J'en ai acheté fait à main, mais bon, voilà quoi. C'est mieux d'acheter ici que les importer au pays, franchement. Voilà. Portée de génération en génération, la djellaba n'a pas échappé aux effets de mode. Si les personnes âgées préfèrent garder le style sobre et de taille longue, la nouvelle génération préfère les djellabas de taille courte avec un style plus moderne. À l'instant, le reportage signé par nos envoyés spéciaux à Tanger, Cheikh Tidiane Sy et Serigne Saliou Dème. Dans quelques instants, votre émission L'invité de la rédaction. La rédaction d'ITV reçoit ce soir Djibi Ndiaye, coordonnateur du nouveau front Force Alternative. C'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité sur ITV. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.